Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super-ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va se demander si toutes les évolutions de l'IA ne vont pas un peu trop vite et ne font pas courir un risque que l'on pourrait qualifier d'existentiel. Notre invité du jour a un point de vue tranché sur cette question. Il appelle même à faire une grande pause dans le développement de l'IA. Voilà, donc c'est un épisode important. Accordez-vous cette parenthèse de 30 minutes pour vous interroger sur le phénomène intelligence artificielle, sur ses aspects socio-culturels, éthiques, un petit peu techniques et pourquoi pas politiques. Cause commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des possibles, la voix des communs. Merci à notre directeur d'antenne Olivier Gréco pour cet espace de liberté. Cause commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM 93.1 et le DAB+, et puis sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous nous appréciez, si vous appréciez cette émission, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des petits pouces bleus. Ça permet de mieux faire connaître finalement l'émission, parce que ça manipule les algorithmes et... C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Fin 2024, les dernières annonces d'évolution des grands modèles d'IA font apparaître un nouveau bond qualitatif et de nouvelles capacités opérationnelles très impressionnantes. Bon, l'industrie est en ébullition, les dollars coulent à flot, les questions environnementales largement glissées sous le tapis, et puis au-dessus de la porte du laboratoire, il est écrit en rouge un peu clignotant « Silence, on innove ». Dans cet engouement général, certaines voix tentent de faire entendre des réflexions différentes. Elles laissent entendre, au-delà des questions environnementales et des dysfonctionnements, on peut tous constater quand on essaye de générer une note de service avec ces outils, qu'il y a peut-être des questions plus graves, plus existentielles qui se posent, et que, de fait, il n'y a aucun débat public autour de ces questions. Alors, à la veille du grand sommet de l'IA, organisé en France en février 2025, ces voix, elles s'organisent et elles tentent de se faire entendre. Les personnes concernées vont même organiser un forum dédié à cette question en amont du sommet officiel. Comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'IA, je n'ai pas vraiment, je n'ai même aucune capacité, notamment technique, à juger de la pertinence de ce type d'alerte autour de l'IA et de ses dangers. J'ai même des difficultés, pour être très franc, à bien tout comprendre. Parlez-moi d'IA, ça me permet moi, de donner la parole à des personnes qui veulent me partager leur expérience et qui ont une opinion à faire valoir. Et puis moi, je vais essayer de poser des questions les plus pertinentes possibles pour faire en sorte qu'on comprenne mieux ce point de vue. Que vous puissiez vous forger votre propre idée sur le sujet. Notre invité du jour, il s'est donné pour mission donc d'ouvrir ce débat sur cette question du risque existentiel de l'IA, il va nous en parler. Il a créé la version française de l'association POSIA, qui se définit comme le porte-parole des chercheurs en sécurité de l'IA et qui promeut un développement responsable de l'IA. Bonjour Maxime Fournes. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous en studio. On est quelques semaines avant le sommet de l'IA, je préfère le préciser, on enregistre quelques semaines avant. Donc on ne connaît pas tout du sommet non plus à cette heure. Vous allez nous parler en fait de ce que vous allez organiser en parallèle du sommet français. Mais avant ça, parlez-moi d'IA, Maxime, et commençons peut-être par votre parcours personnel. Qu'avez-vous fait en fait avant POSIA, notamment dans le domaine de l'IA? Comment vous êtes arrivé dans l'IA et comment du coup vous êtes arrivé aussi jusqu'à POSIA? C'est quoi le parcours? Je vais essayer d'être bref. Moi j'ai fait une école d'ingénieur en France et ensuite je me suis spécialisé en mathématiques. J'étais passionné d'intelligence artificielle, c'était autour de 2010. Mais je ne pensais pas qu'on puisse faire une carrière là-dedans à l'époque. C'était un peu trop avant-garde, disons. Ouais. Donc j'ai commencé à travailler en finance et j'ai fait du machine learning. Alors l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de nos jours, on fait souvent référence aux grands modèles de langage, Oui. ChatGPT, etc. Mais la façon dont ça a évolué, avant il y avait du machine learning. Ensuite, on s'est un peu plus rapproché du deep learning, des réseaux de neurones profonds. Donc j'ai commencé par du machine learning. Vers 2014-2015, quand DeepMind a battu le meilleur joueur de Go avec une IA, je me suis redirigé vers le deep learning, les réseaux de neurones profonds, et j'ai fait ça jusqu'en 2022. En 2022, j'ai démissionné, je voyais la rapidité du progrès, et je commençais à me poser des questions. Et quand GPT-4 est sorti en 2023, c'est là que j'ai décidé de faire quelque chose pour aider à... prévenir les risques, parce que je pense qu'il y a des risques énormes. Alors, j'ai pas vos compétences techniques. Moi, j'ai besoin de comprendre. Du coup, vous dites, effectivement, j'ai vu arriver les choses au fur et à mesure, à partir de 2020, 2021, 2022.
et puis bien fort, et pour le coup criant en 2023. Qu'est-ce que vous avez vu parce que voilà, qu'est-ce que vous avez vu qui fait que cette prise de conscience, elle monte et voilà, comment ça s'est matérialisé en fait? Bah, c'est simple. Il faut savoir que les gens qui travaillent dans cette discipline, le Graal de la discipline, c'est de créer ce qu'on appelle maintenant une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire un système qui soit aussi compétent qu'un humain dans tous les domaines imaginables et qui puisse littéralement remplacer l'humain. Et pendant les 10 premières années où je travaillais là-dedans, on pensait que ça arriverait dans 200 ans. Oui. Et puis d'un seul coup, il y a eu des énormes avancées entre 2018 et 2022 qui nous ont fait prendre conscience qu'en fait, ça risque d'arriver, non pas dans 200 ans, mais peut-être dans 20 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans. Et maintenant, je suis convaincu que ça risque d'arriver dans quelque chose comme entre 2 à 4 ans. Donc, c'est ce changement de timeline qui m'a fait prendre conscience des dangers. Parce qu'une technologie aussi puissante, elle ne vient pas uniquement avec des bénéfices, elle vient avec des risques immenses. Mais c'est vrai que je vous avoue que moi, j'ai du mal à croire. Mais après, on va reparler des différents moments, mais qu'on puisse être impressionné par un ChatGPT 2, voilà, par exemple, ou même 3.5, il restait quand même très imparfait dans cette trajectoire d'intelligence artificielle générale. Bon, et puis, du coup, il y a ce fameux moratoire, mars 2023, une bonne partie de la communauté. Alors, il n'y a pas un profil particulier, il y a eu des scientifiques, il y a eu des chercheurs, mais pas tous. Et c'était finalement ça, cette demande de moratoire, c'était la même impression que vous avez eue, vous, c'est-à-dire cette espèce de prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui ont eu le même déclic au même moment, avec la sortie de GPT-4, parce que c'est là qu'on a vu un nouveau bond qualitatif sur la capacité de ces modèles. Mais à l'époque, je dirais, il fallait vraiment être dans le milieu pour comprendre à quel point c'était impressionnant et incroyable ce qui se passait. Et la clé, c'est de comprendre qu'on n'entraîne pas des modèles pour résoudre des problèmes spécifiques. On entraîne un modèle général, juste un cerveau artificiel de plus en plus gros, pour simplifier, qui peut tout faire. Et ça marche, sans qu'on essaye de faire un modèle qui spécifiquement va être bon pour programmer, spécifiquement va être bon pour faire de la médecine. Et ben, il se trouve qu'il est bon pour programmer, il est bon pour faire de la médecine. Et du coup, quand GPT-4 est sorti, c'est là où une bonne partie des chercheurs en IA ont ouvert les yeux. Soudainement, ils se sont dit « Ah ouais, en fait, on n'est plus si loin que ça du but. Peut-être qu'il faut s'arrêter un petit peu et réfléchir. » La communauté s'est auto-impressionnée elle-même, en fait. C'est ça. Oui, d'accord. Donc, et après, il y a tout l'enchaînement derrière. Si aujourd'hui, je devais vous demander un petit peu, voilà, sur quoi vous basez votre prise de conscience, les documents de référence, les moments importants, qu'on pourrait d'ailleurs remettre peut-être en description de l'épisode pour après pouvoir aller plus loin, vous diriez quoi? C'est quoi les éléments clés qui viennent alimenter votre prise de conscience? Alors les moments importants pour moi, ça a été l'apparition de GPT-2. Là, on s'est rendu compte qu'il était capable de créer le source code d'un site web fonctionnel, alors qu'on lui demandait juste, on lui décrivait juste le site web, sachant que c'est pas du tout un modèle qui est fait pour faire des sites web, c'est juste un modèle de langage. Il y a eu ça, il y a eu le premier modèle d'image qui commençait à être impressionnant, c'était DALL-E 1. Où on lui demandait de faire une chaise avocat et il arrivait à combiner les concepts de chaise et d'avocat pour créer une image, disons, pseudo-réaliste de chaise avocat, sachant qu'il n'avait jamais vu ça dans son entraînement. Donc il y a des... pour moi, ça a été des moments charnières. Et puis ensuite, la sortie de GPT-4. Ok. Donc en fait, il y a toute une partie de la population qui prend conscience de ce que c'est avec ChatGPT et qui dit « waouh », et vous dites « waouh, mais ». C'est un peu ça en fait. J'ai l'impression c'est ouais, mais vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça peut vouloir dire en termes négatifs, quoi? C'est ça. C'est-à-dire que quand la majorité de la population dit waouh, c'est parce que d'un seul coup, elle se rend compte qu'il y a une technologie qui arrive et qui est puissante parce qu'elle l'utilise et elle se rend compte de ce qu'elle peut faire avec. Et le truc, c'est que quand une technologie est puissante, un truc comme l'intelligence artificielle, c'est à double usage. Ça peut être utilisé pour le bien, ça peut être utilisé pour le mal. Et là, c'est en phase de devenir encore plus puissant au fur et à mesure. Et donc, les usages négatifs, ils vont être amplifiés. Donc, c'est quoi les grands problèmes aujourd'hui de l'IA? On parle souvent de la partie alignement. Vous pouvez nous expliquer un peu le concept d'alignement et quel problème il y a derrière, finalement? Alors, l'alignement, c'est une discipline de recherche qui est encore ouverte, dans le sens où il y a un problème qui existe, qu'on essaye de résoudre en recherche en alignement. On n'a pas vraiment de piste pour le résoudre. Ce problème, c'est comment est-ce qu'on peut aligner des intelligences artificielles avec des valeurs humaines.
Et pour ça, ça veut dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les modèles qu'on crée en ce moment, on ne les comprend pas et on ne les contrôle pas. On a trouvé une recette pour faire grossir des cerveaux artificiels qui font à peu près ce qu'on leur dit. On n'a pas de garantie qu'ils vont exactement faire ce qu'on leur dit. On ne comprend pas comment ça fonctionne à l'intérieur et on n'a pas de garantie de contrôle. On ne peut pas dire à une IA fais ça et avoir une garantie qu'elle va le faire. Résoudre le problème d'alignement, ce serait arriver à avoir ce genre de garantie. Donc on sait qu'on peut faire croître et qu'on peut améliorer les performances, mais on ne sait pas contrôler ces performances et contrôler les usages de ces performances. C'est ça, on contrôle les modèles d'IA de la même façon qu'on contrôle des humains en ce moment. C'est-à-dire si je dis à mon voisin, je sais pas, va arroser mes plantes quand je suis pas là, j'ai pas de garantie qu'il va le faire. Et si mon voisin c'est un psychopathe, peut-être qu'il va mettre le feu à ma maison. Enfin, on a les mêmes garanties sur les modèles d'IA pour le moment. Bon, et puis vous allez un petit cran plus loin, parce que vous nous dites, attention, parce que là, du coup, dans les effets négatifs, il y a peut-être même des problèmes existentiels, quoi. C'est-à-dire que ça peut mettre en danger, potentiellement. Et ça serait quoi, du coup, ces grands dangers existentiels? Comment ça se matérialise, finalement, un danger existentiel? Qu'est-ce que l'IA peut faire pour nous mettre en danger à ce point-là? Les modèles d'IA qu'on est en train de créer, plus ils sont puissants, plus il va y avoir un potentiel de destruction élevé. Alors ça commence uniquement dans l'espace Internet, disons. Ouais. Un modèle qui est capable de pirater des systèmes, qui est meilleur qu'un humain pour pirater des systèmes informatiques, à partir du moment où ça existe, c'est déjà la création d'une arme de destruction massive sur Internet. C'est-à-dire que là, pour le moment, un pirate informatique humain, il est humain. Il peut travailler qu'à une certaine vitesse, Ouais. il a une intelligence limitée, il doit dormir, etc. Il ne connaît pas toutes les combinaisons d'attaques. Exact. Et il peut pas être copié-collé. Par exemple, on en a un, c'est tout. On a une capacité Oui. limitée. S'il y a une IA qui est meilleure qu'un humain en piratage informatique, On peut la dupliquer. on peut la copier-coller. Oui. On peut la faire tourner en continu pendant des centaines d'heures. Ça va à peu près 50 fois plus rapidement qu'un humain, ces bestioles-là. Donc déjà, le potentiel de destruction d'un système comme ça est immense entre les mauvaises mains. Ouais. Donc c'est un exemple parmi beaucoup. C'est-à-dire que le spectre des dangers, il va du plus mondain au plus existentiel, mais il y a toutes sortes de choses entre. Ok. Et ça, du coup, c'est valable aussi bien pour les modèles propriétaires, qu'on connaît bien, les ChatGPT, et les modèles open source. Est-ce que ça serait, on peut même imaginer que du coup, le modèle open source, il est encore moins maîtrisable, parce que du coup, il peut partir dans la nature, et puis il peut être utilisé par qui veut, quoi. Ça montre, oui, c'est-à-dire que avec l'open source, on met les modèles entre les mains de tout le monde sans aucun garde-fou. Ouais. Donc l'idée, c'est que l'open source est quand même généralement positif, mais il faut faire attention, ça a des limites. C'est-à-dire que je pense que peu de gens argumenteraient pour dire que les plans d'une bombe nucléaire devraient être mis en open source sur Internet. C'est clair. Ça paraîtrait assez stupide. C'est la même chose à partir du moment où on aura des systèmes d'intelligence artificielle qui sont suffisamment puissants, qui ont un pouvoir destructeur suffisamment élevé, alors il faut réfléchir avant de les mettre en open source. Parce qu'en ce moment, tous les cybercriminels sont en train de s'approprier tous les modèles d'IA qui sont mis en open source et de l'intégrer dans leur stack. Et on observe déjà une augmentation de la cybercriminalité due par l'IA Ouais. qui risque de causer des dégâts immenses. On a fait une 2025. émission spéciale sur ce sujet, effectivement, en fin de première saison. Et effectivement, on a mesuré ces augmentations d'attaques et de capacités qui étaient peut-être, parce qu'après, on ne peut pas complètement le savoir, mais qui étaient sûrement peut-être liées aux outils utilisés. Bon, on voit bien que voilà, c'est une forte prise de conscience qu'il y a sûrement un problème. Et on va bientôt avoir un sommet de l'IA en France. Et d'ailleurs, en fait, ce sommet, c'est pas le premier de la série. Je crois que c'est le 3e, si j'ai bien compris. Et il vient d'une lignée de sommets qui était quand même au départ très centrée sur cette question-là, non? Alors c'est la raison d'être. Donc ce sommet, à la base, ça s'appelle le sommet de la sécurité de l'IA. Le premier a été organisé à Bletchley Park en Angleterre en novembre 2023 et c'était une réponse à ces préoccupations. Donc GPT-4 est sorti, la communauté scientifique s'est mise en état d'alerte. Ouais. Il y a eu la signature d'une déclaration notamment qui dit que les risques posés par l'IA sont existentiels au même titre que que la guerre nucléaire ou les pandémies. Et qui est-ce qui a signé ce papier? Les plus grands noms du domaine en IA, à quelques exceptions près, donc Yoshua Bengio notamment, Geoffrey Hinton, Geoffrey Hinton qui est récipiendaire du prix Turing et qui a reçu le prix Nobel de physique récemment,
qui est dans une campagne médiatique pour alerter sur les dangers de l'IA. Tous les PDG des laboratoires d'intelligence artificielle. Enfin, si on regarde, il y a au moins 300 grands noms dans Donc l'intelligence ces gens-là artificielle. disent, nous on sait, on constate que c'est un danger, et ils disent quoi pour pallier à ce danger? Qu'est-ce qui... Il y aura toutes sortes de solutions. Alors c'est très compliqué, évidemment. Il y a des gens comme moi qui pensent que c'est extrêmement difficile et qu'au final, il suffit de freiner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ralentisse l'amélioration des capacités de ces modèles et qu'on accélère notre capacité à les contrôler. Ouais. Il faut faire les choses intelligemment. Il ne faut pas faire les choses bêtement en fonçant vers des modèles de plus en plus puissants. Ce que vous dites, c'est qu'avec ces premiers sommets, cette première signature, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord sur le constat, mais qu'après, il y a différents chemins pour traiter le constat, finalement. Et c'est le but de ces sommets, c'est de trouver ces chemins. Donc le premier, il y a eu une déclaration qui a été signée à la fin, la déclaration de Bletchley, que la France a signée et qui reconnaît la réalité de risques catastrophiques, dont, il me semble, en biosécurité, en cybersécurité, d'autres domaines, en manipulation de l'information. Oui. Donc voilà, on a des sommets de la sécurité de l'IA. Ils sont organisés dans un endroit différent chaque année. Il y en a 2 par an. Et là, c'était au tour de la France d'organiser le sien. Et la France a décidé étonnamment de détourner le but, de renommer ça en sommet de l'action sur l'IA et de mettre la sécurité en arrière-plan, ce qui n'a pas de sens, évidemment, de façon logique. Bon, ça a un sens économique pour la France parce que la France veut être au premier plan de l'IA et ne comprend pas bien en fait, les risques, ne comprend pas bien la technologie en soi parce qu'ils ont des mauvais conseillers et ne comprennent pas très bien les risques liés à cette technologie. Oui, alors je précise quand même que à cette heure, moi j'ai quand même essayé de contacter les gens qui organisent ce sommet. J'ai pas de réponse. Hein. J'essaye également de leur faire expliquer et de leur faire d'avoir quelques éléments. Aujourd'hui, effectivement, le sommet, il est beaucoup sur la partie confiance. Il est beaucoup centré sur, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent, la lutte contre la manipulation d'informations, les impacts de cybersécurité et inversement. Il y a quand même un mini chapitre identification et maîtrise des risques élevés, mais qui pour l'instant qui est pas aussi détaillé, qui parle pas de risques existentiels, hein, c'est clair. Et puis de la définition de standards justement pour mesurer ces risques et c'est objectiver ces risques. C'est intéressant parce que de mon point de vue, la manipulation de l'information et la cybersécurité, c'est des risques élevés, voire plus qu'élevés. Et du coup, l'avoir séparé. Oui, en tout cas, ils sont séparés. Ça. À ce stade, c'est séparé dans la manière de présenter le sommet. Et donc vous profitez du sommet quelques jours avant. En fait, le sommet en tant que tel, il a déjà commencé. Hein. Quand on écoute la communication, il y a déjà pas mal d'événements transverses et parallèles où on considère que le sommet a déjà commencé, qu'il y a une phase préparatoire qui est déjà en cours. Et vous allez aussi avoir un événement en parallèle. Alors, il va servir à quoi cet événement ? En fait, nous on se dit, ce qui est fait est fait. On n'est pas content avec la façon dont ce sommet a été organisé et comment l'attention a été détournée des risques. Mais bon, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, les gens qui organisent ça, le gouvernement, les délégués de tous les pays se rendent compte que oui, il y a bien des risques catastrophiques. On pense que c'est possible parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont venir pour conseiller les gens. Et nous, on essaye de prendre part à ça en organisant notre événement. Donc on organise un forum juste avant le sommet officiel, le 8 février. Qui s'appelle Reprendre le contrôle. C'est ça, Reprendre le contrôle, forum pour une intelligence artificielle compatible avec l'humanité. Et justement, l'idée, c'est on va mettre l'emphase vers les solutions qui peuvent exister pour ces risques. Donc, moi, ce qu'on a déjà fait pas mal de travail à sonner l'alerte et dire attention, il y a des dangers énormes. Il faut pas simplement faire ça, il faut aussi essayer de trouver des solutions. Ouais. Donc on a invité plein d'organisations qui comprennent les dangers dans différents domaines, que ce soit des dangers qui existent déjà en ce moment, comme le problème des algorithmes de recommandation qui sont en train de détruire les démocraties dans le monde, ou des dangers un peu plus lointains. Environnementaux aussi. Exactement, dangers environnementaux. L'IA qui est en train de faire exploser tous les... la consommation due au data center, etc. Mais aussi des dangers, disons, un peu plus lointains, dans le sens où ça risque d'arriver dans un an, donc des problèmes de cybersécurité, problèmes d'armes biologiques, etc., voire jusqu'aux risques qui risquent d'arriver dans 3-4 ans, de risques potentiellement existentiels. Donc on invite tous ces acteurs ensemble et on va organiser des tables rondes, des débats, des conférences pour essayer de trouver des solutions.
À la fin, on écrira un petit résumé de ce qui s'est dit, des solutions qui ont été abordées, et on ira distribuer ça aux délégués qui vont participer au sommet de l'IA. Oui, en fait, donc le forum a pour objectif de faire une synthèse des solutions potentielles pour lutter contre ces différents risques. Donc il aura lieu, vous l'avez dit, le 8 février, et il prendra place, parce que c'est physique, c'est pendant une journée, au Learning Planet Institute, qui est dans le 4e arrondissement à Paris. Et puis on peut d'ores et déjà dire, on le redira, mais qu'on retrouve tout ça sur le site contrôleia.org, qui est le site d'organisation de l'événement. Pourquoi, d'après vous, ce forum, ce summit de l'IA en France, il met pas justement le projecteur aussi fort que ce que ça devrait sur cette question? Est-ce qu'on est malheureusement dans un espèce d'élan? Je le disais en introduction, quoi. Les dollars coulent à flot pour justement augmenter la capacité de ces modèles généraux. Est-ce qu'on peut arrêter la machine, quoi? Est-ce que c'est parce que voilà, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Pourquoi on n'y arrive pas à mettre ça à l'agenda d'un sommet comme celui-là, qui initialement était un sommet aussi sur ce sujet-là? Pour faire les choses simples, parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'argent en jeu. Les big tech ont réussi à capturer le discours. Donc en France, ce qui se passe, c'est qu'il y a monsieur Yann Lequin, qui est chief scientist chez Facebook, Ouais. qui est quelqu'un de très reconnu en intelligence artificielle et qui conseille directement le président, qui faisait partie de la commission de l'IA en France, qui fait maintenant partie de l'Institut IA et Société. Ouais. Et c'est la personne la plus influente en IA en France, définitivement, et peut-être une des personnes les plus influentes dans le monde. Et lui, en gros, il fait du lobby pour Facebook. Donc, il tient un discours où il n'y a aucun risque avec cette technologie. Il faut juste foncer pour que la France la développe en premier, ne soit pas à la traîne par rapport aux autres pays. Et lui, il dit que globalement, les scaling laws, donc les fameuses augmentations des capacités des LLM, n'arriveront jamais à atteindre les objectifs de l'intelligence artificielle générale. Et que voilà, il est persuadé, parce qu'il est encore en partie quand même le père de ces technologies-là, il est persuadé que ça... Alors il est dépassé en fait par sa propre créature, et puis il sait plus juger comme d'autres peuvent le faire. Alors faut comprendre que Yann Lequin, c'est pas un spécialiste des technologies qui existent en ce moment. Sa spécialité, c'était les réseaux de neurones convolutionnels. C'est quelque chose qui a très bien marché autour des années 2000, à partir de 2012, et c'est pour faire de la vision par ordinateur. Le problème, c'est que déjà, il n'a pas un discours cohérent. Donc, j'ai essayé, j'ai lu évidemment tout ce qu'il a écrit. Et là, tu as dit qu'il disait quelque chose. Je l'ai entendu dire beaucoup d'autres choses différentes. Le problème, c'est que c'est avant tout quelqu'un qui représente les intérêts de son entreprise. C'est quelqu'un qui fait partie de la direction de vous Facebook. Considérez qu'il fait du coup le lobbying de Meta. Bien sûr. Okay. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a défendu Meta dans tous les scandales à travers l'histoire de Meta. Il a toujours été derrière cette entreprise pour dire non, il n'y a aucun problème, sachant que c'est une des entreprises les moins éthiques du monde et les plus criminelles. Bon, ça, moi, je vous laisse la liberté de ses propos. Effectivement, il y a des annonces récentes qui commencent à montrer que ça va être compliqué d'arriver à gérer Meta et d'arriver à gérer les valeurs désormais de Meta dans un monde ouvert. Ça va être compliqué. Bon, et du coup, si on y arrive, si du coup vous y arrivez à faire cette prise de conscience globalement, et que le forum et la manifestation aussi pacifique que vous allez organiser en lien avec ce forum, on va vers quoi? Ça serait quoi le monde idéal de cette IA contrôlée finalement? Parce qu'on est bien d'accord, il y a des intérêts privés qui ne vont pas se laisser faire. Il y a des intérêts peut-être même publics. On parle de géopolitique. On peut citer le livre de Flavien, Hyperarme, qui montre bien les intérêts géopolitiques que ça provoque. Ça ne va pas s'arrêter facilement. Mais si jamais ça s'arrête, ça prendrait quelle forme justement pour contrôler cette IA pour vous? C'est quoi les pistes? Donc nous, on reste ouvert à d'autres solutions. La solution qui est mise en avant par POSIA, c'est un traité international pour mettre en pause le développement d'intelligence artificielle générale. Donc l'idée, c'est on peut
en rester là où on est pour le moment. On a déjà une technologie qui est extrêmement puissante et plus elle est implémentée dans la société, plus on va se rendre compte d'à quel point ça change déjà tout, ce qui existe déjà. Ouais. Et avant de créer des systèmes plus puissants, il faut qu'on arrive à obtenir des garanties sur le fait qu'on soit capable de les contrôler et de les comprendre. Donc l'idée, c'est de divertir la recherche vers l'alignement, entre autres. Ouais. L'alignement, le contrôle, la sécurité, mettre en place des mécanismes de gouvernance qui assurent que ces systèmes soient implémentés démocratiquement. Il ne faudrait pas que ce soit juste une entreprise ou une personne, Sam Altman, le PDG de OpenAI peut-être, qui ait la main mise sur la technologie la plus puissante de l'histoire de l'humain. Ouais. Il faut arriver à faire en sorte que les choses se passent bien, et pour ça, on pense que le plus simple, c'est de freiner et de attraper le volant plutôt que de... Oui, et on parle quand même de plus en plus d'IA spécialisée, d'arrêter d'être forcément sur des grands modèles, d'être plutôt sur des verticaux, et du coup de permettre peut-être des modèles plus small, plus petits, mais plus spécialisés. Parce que malgré tout, il y a quand même un apport intéressant globalement de cette technologie, potentiellement. Oui, bien sûr, exactement. Les modèles spécialisés posent par nature moins de risques, de perte de contrôle, etc. Il reste des risques, mais c'est plus facile de contrôler quelque chose qui est spécialisé. On sait par exemple qu'une IA qui a été créée pour jouer aux échecs n'a pas de risque d'aller pirater des systèmes quelque part. Il y a des bénéfices immenses qui peuvent être obtenus avec des IA spécialisées bien contrôlées. Je pense par exemple en médecine, on a déjà des avancées immenses depuis 2-3 ans. Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité. Ah bah voilà, donc là c'est le moment où Elisa vient nous visiter. Bien sûr, Elisa, vous avez une question. Quelle est votre question ? Je vous l'ai dit avant l'émission, hein, c'est notre co-animatrice qui reste un peu à l'écoute et qui tout d'un coup est intéressée par un point particulier. Dans quel domaine penses-tu que l'IA peut aider les humains ? Ah ben voilà, on est en plein dedans. Donc voilà, donc du coup, vous parliez des différents domaines possibles. Donc vous disiez, c'était ? Je pense qu'en médecine, par exemple, c'est un endroit où on peut avoir des IA qui sont assez puissantes, qui sont spécifiques, donc moins dangereuses, et qui peuvent faire des avancées immenses. Enfin, il y a déjà des avancées immenses qui se produisent grâce aux IA en médecine, et à condition d'arriver à faire en sorte que ces systèmes ne soient pas utilisés, par exemple, pour créer des armes biologiques ou autre chose, là, on peut avoir des bénéfices immenses. Il faut quand même avoir conscience que dans les benchmarks d'analyse des modèles, il y a quand même une case, j'ai découvert ça en préparant ces différentes émissions sur le sujet, il y a quand même une case risque chimique. Et on se dit, mais quel est le rapport avec l'IA, le risque biochimique ? C'est qu'on veut mesurer si cette IA elle est capable justement de produire des choses qui sont dangereuses d'un point de vue biochimique. La question, quel est le rapport, elle est intéressante, parce qu'en fait, il y a un rapport avec tout, absolument tout ce qu'on peut imaginer, étant donné que c'est une technologie dont le but est d'automatiser tout ce qui est imaginable. Donc, quelle que soit la charpenterie, par exemple, et vous pensez qu'il n'y a pas de rapport, en fait, à un moment, s'il y a des robots qui sont plus compétents que les humains en charpenterie, il y aura un rapport. Ouais. Et ça, on peut prendre un risque à laisser peut-être un robot mal goupillé faire des charpentes pour le toit. Écoutez, merci beaucoup Maxime pour cet échange. Une dernière petite question, mais rapide, avec une réponse rapide. Flavien Charvet parle justement de capacité pour l'humanité à soit choisir le chemin d'un projet Manhattan, c'est-à-dire de continuer à fond la caisse et que ce soit l'État qui prenne en main finalement cette course, ou peut-être un projet CERN, un projet plus collectif ou communautaire. Est-ce que vous êtes dans l'un ou l'autre des familles, ou pas du tout, dans aucune des deux, parce que vous avez surtout envie qu'on se modère ? Alors je dirais que le projet Manhattan, c'est une très très mauvaise idée. Ouais. Le CERN, c'est mieux, et ce serait bien meilleur déjà que la situation actuelle. La situation actuelle, c'est plus ou moins une course à l'armement entre différentes entreprises privées, qui va donner lieu à une course au suicide. Ouais. Le CERN, ça nous donnerait de meilleures chances de contrôle, de meilleures chances de survie, globalement. De survie. Nous, on recommande de freiner. Simplement. Et on retrouve ça sur le site de l'association posia.fr et sur le site de l'événement dont on vient de parler qui s'appelle contrôleia.org. Écoutez, merci beaucoup Maxime. Merci beaucoup, et on est entièrement bénévole du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre ou faire des dons, ça nous aide énormément. Comme Cause Commune, pareil. Et d'ailleurs, restez sur 93.1 sur Cause Commune, il n'y a pas que Parlez-moi d'IA, il y a plein d'autres bénévoles qui font plein d'autres émissions, n'hésitez pas à nous écouter. À bientôt.